Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Vous le savez, tous les mardis soirs, les femmes se réunissent ici autour de ce plateau, de cette émission qui s'intitule Paroles de femmes pour parler d'un thème précis. Alors le thème qui nous rassemble ce soir est très intéressant. Ce soir, nous allons vous servir de miroir, nous allons vous balader dans les différents quartiers du pays, dans les différents quartiers de la ville de Douala. Nous allons peindre le quotidien de certaines femmes qui vivent dans des quartiers difficiles, celles qui ont grandi dans des quartiers un peu huppés. Elles vont revenir sur les réalités sociales auxquelles elles ont été confrontées, auxquelles elles continuent d'ailleurs d'être confrontées, et surtout de la difficulté qu'il y a à pouvoir évoluer, à pouvoir s'émanciper, à pouvoir s'épanouir dans un environnement très difficile. On se retrouve juste après. Alors, quand on parle de quartier difficile, vous vous demandez certainement de quoi on parle. Très bien, alors on parle de ces quartiers-là qu'on appelle communément le ghetto. Ce sont des banlieues, ce sont des quartiers où il y a beaucoup de maux, la promiscuité, la délinquance juvénile, le grand banditisme, bref, des quartiers qualifiés de difficiles compte tenu de tout ce qui en ressort. Alors, vous direz certainement que ce n'est pas dans ces quartiers-là qu'il y a le bon et le mauvais côté, il y a aussi le bon côté tout à fait. Alors ce soir avec les femmes justement qu'on a triées dans ces quartiers-là, on va leur donner la parole pour qu'elles parlent de leur enfance, pour qu'elles parlent de leur quotidien, pour qu'elles nous racontent un peu comment est-ce qu'elles ont vécu ces réalités-là et surtout quels sont les efforts qu'elles ont faits pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir s'assurer un avenir meilleur. Alors, je vous présente tout de suite le panel, mais avant, une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une dame, une jeune fille âgée de 16 ans qui a grandi dans un quartier de la ville de Douala, un quartier qualifié de difficile justement, qui s'est retrouvée enceinte. Alors, elle ne savait pas quoi faire, alors elle est allée se renseigner auprès de ses copines qui lui ont demandé de tuer une bête, de l'enterrer, d'attendre que la bête commence à se décomposer avant d'ingurgiter, avant de déterrer la bête, de mettre de l'eau et de consommer ça. Elle s'est empoisonnée en fait et elle en est décédée. Elle est morte parce qu'elle a consommé un liquide qui était toxique. Alors, c'est une histoire qui se passe ici même dans la ville de Douala, dans un quartier situé dans l'arrondissement de Douala. Deuxième, l'histoire de cette jeune fille parle certainement beaucoup d'autres filles qui se trouvent dans ces quartiers-là, qui sont parfois innocentes, qui sont exposées à beaucoup de choses. Ce soir, avec nos invités, on va essayer de balader notre miroir dans ces différents quartiers. On va peindre le quotidien de ces femmes et je vous présente tout de suite le panel. Je commence par Ornel Nguetchouan. Bonsoir Ornel. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vous demandais par là haute voix, vous êtes sûr que je vous entends bien? Comment allez-vous Ornel? Je vais bien, merci Julie. Très bien. Ornel Nguetchouan, vous êtes étudiante, vous êtes âgée de 22 ans, célibataire, sans enfant. Vous vivez justement dans un quartier difficile. On ne va pas donner le nom, mais il est situé dans l'arrondissement de Douala 2e. Exactement. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire de la jeune fille âgée de 16 ans qui est morte parce qu'elle voulait, parce qu'elle était enceinte, elle ne savait pas quoi faire. Elle a demandé conseil, on lui a demandé de boire une potion très, on va dire ça comment, nocive à la santé. Parce qu'elle est obligée de faire des choses qui ne s'expliquent même pas, de façon peut-être naïve, mais est-ce que c'est une histoire qui vous parle? Est-ce que vous avez eu à vivre ce genre de réalité dans votre environnement? Bien sûr, bien sûr. Étant donné qu'on se retrouve dans cet environnement constamment, nous sommes confrontés à ce genre de situations. Donc, j'ai eu à vivre personnellement ce genre de situations et c'est vraiment déplorable. Donc, des filles qui sont dans un désespoir, qui ne savent pas quoi faire, qui sont prêtes à faire n'importe quoi au point d'en mourir. Parce qu'elles espéraient trouver une solution à leurs problèmes. Exactement. Mais généralement, à coût de moyens financiers, on se retrouve à faire certaines choses par manque de moyens. Voilà. Peut-être, on vous dit, mais il faut prendre peut-être le bicarbonate, il faut prendre le sel gemme, mais pour peut-être évacuer le bébé et après, ça vous coûte la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est des pratiques qui ont cours. Oui, des pratiques. C'est récurrent. Ouais. C'est très récurrent. D'accord. Malheureusement, les dégâts sont parfois c'est énormes. Catastrophique, oui. Catastrophique. Merci en tout cas, Ornel, d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de Parole de Femmes. Vous allez nous raconter un peu votre enfance dans ces quartiers-là, comment ça se passait avec vos parents, avec vos voisins, à l'école, jusqu'à ce que vous deveniez étudiante. Vous allez nous raconter tout à l'heure, le temps que je présente
le temps que je présente les invités. Alors, elle est là, Amine Doumbé. Bonsoir, Amine. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, vous allez faire à la fois un quartier ici à Douala, Oui. populeux, et un autre aussi, Populeux. en Côte d'Ivoire, populeux. Oui. Les réalités sont les mêmes? Les mêmes. C'est comme si j'avais même pas changé de pays. Ah bon? Ouais. Pourtant, vous quittez du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Ce sont Même les mentalité. Africains. Comme Lady Ponce avait dit, hein, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est les mêmes pères, même mère. Même père, même mère. Ouais. Et comment est-ce que vous vous sentez dans cet environnement-là? Dans Oh. ces différents C'est... J'ai été choquée quand j'arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, à l'âge de 13 ans, où ma voisine d'en face, qui avait le même âge que moi, était enceinte. J'ai été personnellement choquée. Donc, c'est dire comment l'encadrement est fait dans ces quartiers-là. C'est dire comment les enfants sont livrés à eux-mêmes dans ces quartiers-là. C'est vraiment déplorable. Vous avez suivi l'histoire de la jeune dame, la Malheureusement, jeune adolescente de 16 ans. malheureusement, je n'ai pas suivi cette histoire-là, mais Celle que j'ai c'est racontée mon- à l'introduction, Oui, en voulant évacuer son bébé, elle a... c'est monnaie récurrente dans nos quartiers précaires, hein, parce que nous sommes tous passés par là, on va dire ça, toujours en train de demander un conseil à une grande sœur de quartier. Et en passant, toutes les filles du quartier connaissent un peu comment faire. Elle a parlé du bicarbonate, mais moi j'ai envie de vous dire, on écrase carrément la bouteille pour se purger avec, pour évacuer les bébés. C'est des exemples grotesques, c'est des exemples C'est- qui font peur, qui qui laissent font même des peur. sueurs froides, mais pourtant c'est des réalités qu'on Des vit dans réalités, des quartiers oui. difficiles. Oui, Donc et- des filles qui vont écraser des bouteilles. Oui, et se purger avec, et vous n'imaginez pas tous les dégâts que ça peut faire après. Après, on te dit que tu ne peux pas enfanter et tout. Et pourtant, elles sont passées par là et aujourd'hui n'arrivent pas à enfanter, mais continuent de conseiller leur petite sœur dans ces mauvaises pratiques-là. D'accord. En tout cas, avec vous, amis, nous aurons justement l'occasion de parler aussi de ce que vous avez vécu. Vous allez partager avec nous votre expérience, votre tendre enfance. D'accord. Elle est là, Olivia Mafogang. Bonsoir, Olivia. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous, Olivia, vous êtes aussi célibataire, sans enfant, étudiante. Vous habitez aussi dans un quartier populeux de la ville de Douala. Des quartiers très, très, très redoutés et très réputés pour beaucoup de choses. Hein. Dans votre quartier, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le plus peur dans ces quartiers-là? Ces quartiers dans lesquels vous avez passé, ces quartiers dans lesquels vous avez grandi? Je dois dire que ce qui fait le plus peur aux gens, ce doit être les agressions en fait. Ouais. Les Il y avait agressions. beaucoup d'agressions. Oui. Il y en a toujours d'ailleurs. Bon, maintenant, quand même, ça a baissé. Depuis qu'on a rangé les routes et puis tout, on a mis des lumières. Ça a beaucoup calmé les gens. En fait, et la police a fait beaucoup de nettoyage. Il y a eu pas mal de nettoyage. Donc, actuellement, le quartier, quand même, c'est calme, quoi. Ouais, par rapport à... Et tous les mauvais gens, en fait, les oiseaux de D'accord. mauvais augure qui étaient là avant sont tous allés en prison. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire aussi que j'ai racontée tout à l'heure, la jeune dame. C'est une histoire qui vous parle? Ce sont des réalités que vous avez vécues aussi? C'est exact. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est vraiment touchant, ça fait mal. Parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris qu'il y a l'hôpital. L'hôpital est fait pour aider les gens. Il y a encore des gens en cette période qui se disent peut-être que quelque chose comme le whisky, le miel, comme il a dit la sœur, le bicarbonate et tout, tout ça, c'est pour nous détruire l'organisme. Ça ne nous permet pas d'avancer en fait. Quand vous tuez déjà un être humain, c'est déjà quelque chose. Mais on ne condamne personne, on ne juge personne. À un moment donné, on comprend juste qu'on se retrouve dans une impasse où on ne sait pas quoi faire, on a peur d'expliquer aux parents. Quand on voit un parent qui souffre déjà, il se démerde pour l'enfant et arrivé à un certain âge, 15 ans, 16 ans, tu es enceinte, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu vois votre situation, tu n'as pas le courage de parler. Le père, peut-être qu'on peut te foutre à la porte, tu te retrouves seul, et peut-être le père aussi, c'est un petit minable, un garçon de ton âge, que tu disais, eh bien, à ce moment donné, il te lâche, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas dire aux parents, tu es obligé peut-être de passer à une méthode draconienne qui mène parfois à la mort. J'ai eu une cousine comme ça qui a eu cette histoire, paix à son âme, et elle est décédée
d'un avortement, elle est décédée. Ou elle a bu, je sais pas, un truc comme l'eau de javel ou le pétrole, elle est décédée. Donc je peux comprendre ce que ça fait. Donc c'est un réel problème alors dans dans ces quartiers-là. Les filles, elles ont peut-être la mauvaise information ou alors elles sont sur comment déjà comment prévenir les grossesses précoces, comment éviter les grossesses, comment éviter de concevoir et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais on va y aller pas à pas, d'accord? Je commence par vous, Ornelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'environnement dans lequel vous avez grandi? En fait, l'environnement dans lequel j'ai grandi était un environnement plutôt bruyant. Donc, ce n'était pas du tout calme. Il y avait mais c'était les musiques un peu de partout, les bagarres, les querelles. Bon, après, mais quand on est né dans ces quartiers-là, au fil du temps, on finit par s'y habituer. Donc, mais tu sais, c'est psychologique en fait. Vous savez, peut-être à telle heure, il y a tel boucan. Donc, on se prépare en conséquence. Donc, mais ainsi, ça devient normal. Donc, mais qui est du bruit, qui est du boucan, qui est des bagarres, des querelles, mais c'est juste votre quotidien. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de quotidien, à quoi ressemble le quotidien d'une fille qui est issue d'une famille démunie? Alors, je dirais que dans ton environnement, c'est free en fait. Vu que tu es entouré de personnes mais qui sont aussi démunies, donc ça passe plus aisément. Donc vous êtes heureux, je dirais. Vous pouvez partager vos peines, vous pouvez partager vos joies. Donc, mais le jour que c'est bon pour tout le monde. Le jour que c'est pas bon pour tout le monde. Donc c'est un peu ça. D'accord. Vous avez parlé par exemple de l'alimentation, je suppose. Oui, exactement pour l'alimentation. Mais il y avait les familles. Moi personnellement, on pouvait faire peut-être une semaine, mais sans mettre la marmite au feu. Mais chaque jour, chacun de nous étions 4 à l'époque, mais chacun de nous, les enfants, on mangeait. Qu'importe chez le voisin, on mange chez la voisine, je sais pas, même chez l'inconnu. Mais quand tu entres et qu'on a mis la marmite au feu, c'est bon, tu mangeras. Donc vous étiez obligé de collaborer, d'aller chez les voisins quand vous n'avez pas pu préparer chez vous. Exactement. Bon, c'était un peu calculé, c'est vrai. Mais quand... La famine dictait sa loi. Voilà. C'était un peu calculé, mais quand peut-être tu as une amie ou une voisine que tu sens que peut-être il est 13h, 14h, c'est sensiblement l'heure où mais elle descend la marmite au feu, tu calcules par ce moment-là et tu y vas, tu sais que forcément tu vas manger et tout. Donc c'était un peu comme ça. D'accord. Alors vous, Ami, vous avez aussi une histoire qui vous a beaucoup traumatisé dans ces quartiers-là. Un proche à vous qui a été victime d'un incident. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce qui s'est passé exactement? C'était en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? C'était en Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant est petit. Il a quasiment 5 ans. Et on va appeler ça un viol, hein, parce qu'il est innocent, il ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Il se fait violer par un jeune qui a presque 18 ans. Un jeune garçon aussi. Donc ça se passe entre 2 garçons carrément, qui a presque 18 ans. Et l'enfant ne sachant même pas ce qui s'est passé, puisqu'à 5 ans, je ne pense pas qu'on sache ce que c'est qu'un rapport sexuel. Il rentre et il dit, maman, le jeune là, il m'a purgé avec son pénis. Avec son sexe, oula. Avec son sexe. Voilà. Excusez-moi, mais... Enfin, c'est ce que l'enfant dit, c'est comme ça que ça sort. Donc, c'est vrai que c'est une expérience qui traumatise non seulement la famille de la victime, mais aussi la victime elle-même qui grandit avec à 5 ans jusqu'à son avenir. C'est clair que c'est un truc qui va marquer. Mais ce qui, moi, m'a choqué dans cette histoire-là, c'est la mauvaise solidarité qu'il y avait dans le quartier. C'est-à-dire que dans ces quartiers démunis, comme la jeune sœur le disait, il y a une solidarité. On se dit, nous sommes frères, nous sommes dans la même galère, donc on va se soutenir. Et du coup, beaucoup de choses restent impunies. Restent impunies. Il y a des abus. Quand on dit on va aller à la police pour porter plainte, les voisins qui disent non, si tu fais ça, c'est pas bien. Demain, si tes enfants ont un problème, tu imagines un peu la répercussion qu'il y aura quand vous serez en ville, que vous aurez un problème. Si un jeune du quartier, vous voyez, il ne va même pas vous soutenir. Voilà, c'est un peu ce genre de menace-là qu'après
on peut recevoir si jamais tu te retournes contre un jeune du quartier. C'est comme ça. Olivia, et voilà alors, votre histoire. Je dois dire que j'ai grandi dans un quartier où c'était bien à son niveau, et ça avait aussi ses inconvénients parce que certains enfants allaient à l'école, certains n'allaient pas à l'école. Il y avait certains qui manquaient même au dormir, qui ont fini par sombrer dans le vol, qui sont devenus des délinquants, devenus de grands bandits. Un quartier où il y avait des bars partout, il y avait beaucoup de bruit, c'était pas facile. Ou quand il fallait étudier, il fallait peut-être attendre merci 3 heures, 4 heures pour s'élever parce que en ce moment tout est calme pour étudier. C'était free, comme la jeune sœur disait. On était avec des camarades, on avait tous nos rêves quoi. Entre nous, les jeunes du quartier, on se disait quand je vais grandir, je serai ci, je serai ça. Mais là, en ce moment-là, on fréquentait dans les petites écoles là avec des bancs. En fait, on était là, on avait nos rêves. On ne voyait pas en fait ce côté de pauvreté. Il n'y avait que la famine qui pouvait nous toucher parce que même en décembre, nous on ne voyait pas ce côté-là parce que nos parents quand même se battaient pour acheter des petits trucs, même si c'était pas chic comme certains enfants, mais chacun était quand même fier de ce qu'il avait. Vous comprenez? À un niveau, on pourrait se cotiser un peu d'argent, on s'en va acheter des petites poupées, des lunettes, on va se distraire. Donc, je ne peux pas dire qu'elle a été si minable que ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donc marqué particulièrement? La famine. C'était une camarade qui ont fini dans la prostitution. Comme je disais, la famine, il y avait des jours, puisqu'à l'époque, le papa ne faisait plus rien pratiquement, tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Donc, il n'y avait que maman qui pouvait se battre pour nous, ce qui veut dire qu'il y avait des jours où c'était vraiment, c'était pas bon, c'était chaud. Elle dit, les enfants, c'est pas bon, on supporte. Et comme elle ne nous avait pas habitués à aller chez le voisin et tout comme ça, il fallait supporter la famine. Il fallait peut-être qu'elle achète du pain, que chacun puisse couper une petite part, et puis chacun s'accroche à ce qu'il a, il mange et il supporte. Et le matin, il fallait aller à l'école. Tu vois certains enfants qui se retrouvent avec des gros morceaux de pain où toi, tu n'as rien, pratiquement pas un sou en poche. Tu te retrouves en train d'observer les enfants comme mendiants parce que tu as vraiment faim, mais il n'y a pas de choix. Tu es là comme ça, tu te poses la question que pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive, pourquoi pas un autre. D'accord, mais puisqu'on parle justement des quartiers, décrivez-nous un peu l'atmosphère, l'ambiance, le climat social dans ces quartiers-là. Ça se passait comment? Vous avez parlé, par exemple, des jeunes filles qui se prostituaient. À partir de quel âge? Je dois dire que 16 ans, à partir de 16 ans. 15 ans, 16 ans. Oui, 15 ans, 16 ans. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui les encourageait tant? La pauvreté ou bien la pauvreté et la famine. S'il y a famine, ça veut dire qu'il y a pauvreté. Et s'il y a pauvreté, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien. Quand les parents n'ont vraiment rien, elles se lèvent un matin et voient tout le monde, peut-être les parents sont malades. Et il y a des familles où c'est chacun pour soi. C'est vraiment le ghetto. D'accord. Tu ne peux pas faire autrement. Très bien. Alors, Ornelle, vous, dans ce quartier-là, justement, non seulement il y avait la famille, mais il y a aussi autre chose qui vous a marqué, ce sont ces inondations régulières-là. Oui, j'ai été particulièrement marquée par ces inondations parce Donc, que... à chaque fois... Oui, à chaque saison pluvieuse, c'était la terreur parce qu'on se disait comment est-ce qu'on va faire avec les inondations et tout. Mais on se retrouvait parfois au beau milieu de la nuit, 1h du matin, mais tu sautes du lit parce que les inondations t'ont surprise. Donc, il y avait ce problème-là qui nous dérangeait vraiment. Et vous viviez ça comment concrètement? En fait, quand ce genre de choses vous arrive, vous étiez endormi et tout. Racontez-nous un peu le soir où vraiment. À 1h du matin, nous étions endormis. D'accord. Et moi particulièrement, j'ai été réveillée par une sensation d'humidité. Voilà, une sensation d'humidité et je me lève, je trouve une mare d'eau autour de moi. D'abord surprise, mais pour la première fois surprise, parce que généralement, on avait les inondations, mais pas jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Donc ce jour-là, ça avait vraiment surpassé. On se réveille là, on se retrouve avec beaucoup d'eau autour de nous. Ouais, l'eau a envahi carrément la maison, les chambres, toutes les pièces de la maison. Voilà, toutes les pièces exactement. Si ça arrivait dans la chambre, toutes les pièces. Et bon, il a fallu tremper les pieds dans l'eau, se réveiller, retirer le matelas et non, on a passé des nuits blanches parce que déjà il n'y avait pas où dormir, il n'y avait pas de matelas, tout était mouillé
Et on montait sur les tables, sur les chaises, mais pour rester debout jusqu'au matin. D'accord. Voilà. Avant de faire, il y avait, mais après ça, il y avait, c'était vraiment de la saleté. Après les inondations, donc les déchets, les ordures partout et tout. Il y a tout, oui. Parce que dans le quartier, est-ce que vous prenez du temps à vous organiser pour pouvoir curer les drains, assainir votre environnement, c'est-à-dire procéder au nettoyage, mettre un peu de la propreté? Par occasion. Mais en majorité, quel était le reflet que présentait l'image? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait apprécier ça? Il y avait beaucoup d'ordures, la promiscuité? Bien sûr, beaucoup de promiscuité, beaucoup d'ordures. Il y avait les déchets un peu de partout. Vraiment, il y avait beaucoup de saleté. Voilà. Donc, mais ce n'était pas agréable. Mais forcément, vous étiez exposé à des maladies aussi? Bien sûr, mais surtout que moi, personnellement, à côté de chez moi, il y avait ce qu'on appelle les rigoles. Oui. Voilà, avec les moustiques et tout, c'était vraiment... Il y avait tellement de moustiques. À peine on dormait. Voilà. Alors, et la mentalité? Comment est-ce que... La mentalité, comment est-ce que ces personnes-là s'expriment? Comment s'expriment-elles? Comment agissent-elles? Est-ce que véritablement il y a des bonnes manières? Est-ce qu'il y a le respect pour autrui? Est-ce qu'on respecte certaines règles de base? Non, il n'y a vraiment pas de respect. Du moins pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont allés à l'école. C'était un peu différent. Donc, mais ils ont quand même eu droit à une éducation assez privilégiée. Parce que la plupart, il y avait généralement beaucoup de familles, mais qui avaient vraiment beaucoup d'enfants. Donc, tout le monde ne pouvait pas aller à l'école. Donc, il fallait faire un choix, mais il fallait les sacrifier forcément. Donc, certains enfants n'allaient pas à l'école et ils avaient une mentalité plutôt rétrograde. Donc, parce que leur manière de penser n'était pas vraiment au top. Donc, il y avait... Il y en a qui sont vulgaires aussi, qui utilisent un langage vulgaire. Il y avait les langages des quartiers-arts, comme on disait. Il y a les langages des quartiers-arts. C'est quoi les langages des quartiers-arts? Les langages comme Ongo, non? Serrao, non? Binji, Serrao. Donc, les trucs un peu comme ça. Donc, forcément, quand quelqu'un de ces quartiers-là s'exprime, bon, nous aussi, mais quand je te retrouve dans le quartier, tu fais partie du quartier, mais tu as ces manières-là, mais tu t'exprimes aussi comme ça. Donc, c'est de ces manières-là qu'on nous reconnaissait un peu, mais quand on sort dans les milieux, mais quand on va dans les milieux un peu différents du nôtre, mais supérieurs au nôtre, mais dès que tu t'exprimes, en fait, on sait d'où tu viens. Parce que il y a un peu toujours ce langage-là. Donc, vous essayez de chasser le naturel et revenir vers l'eau, comme le dit les dictons. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas bannir ça, en fait. Donc, ça reste en vous. Même si vous avez fait des grandes études, mais il resterait toujours des séquelles. Très bien. Là, justement, on entre dans le vif du sujet. Ce soir, on parle justement des quartiers difficiles. Est-ce qu'on devrait comprendre qu'on est condamné à un échec quand on a grandi dans un quartier difficile? Je vous pose la question. En tant qu'on a aussi les bons et les mauvais côtés, les mentalités et autres, amis, est-ce que c'est évident pour ces filles-là de s'en sortir quand elles ont vécu dans un tel contexte? Sincèrement dit, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. C'est très difficile de s'en sortir. Dire que c'est évident, c'est ne pas vraiment tenir compte des réalités de ces endroits-là. C'est pas évident, c'est beaucoup de volonté en fait pour pouvoir s'en sortir. Comme on dit, qui veut, peut. Mais c'est vrai que le chemin, il est houleux. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? C'est un quartier où, déjà, pour revenir un peu au problème de famine dont les sœurs parlaient, c'est un quartier où le tapioca marche beaucoup. Il faut qu'on se dise ça parce que c'est un bourratif et tout. Et donc, quand on a faim, on ne lésigne pas sur les moyens pour trouver de quoi manger. C'est-à-dire que pour les femmes, on a le produit phare, c'est le sexe. Donc du coup, je voyais dans mon quartier, pour un morceau de porc,
ça rentre dans son ventre. Ce n'est même pas un truc qu'elle rentre à la maison avec. Donc pour un morceau de porc, pour qu'elle puisse manger, avoir quelque chose, elle est obligée d'aller coucher avec un homme. Il y a ce qu'on appelle à Abidjan un coup KO. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un repas dans la journée pour toute la famille. Donc il y a un sacrifié ou une sacrifiée qui va chercher ne serait-ce que 1000 francs pour pouvoir faire sauter le riz. Et comment elle fait pour avoir ces 1000 francs-là? Les 1000 francs en question, c'est ce que je disais tantôt, c'est la prostitution. D'accord. Il n'y a rien à faire, c'est la prostitution. Et il faut aussi voir l'âge de l'enfant qui le fait. C'est 12 ans, c'est 13 ans. Parce que déjà, à partir de 16 ans, on considère même que tu es mûr. Hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Ouais. À partir de 16 ans, même, on considère que tu es mûr. Et justement, là, on va donner la parole à Olivia, quand même, qui vous avez quitté ce quartier-là après quelque temps. On a peut-être vos parents, vos proches ont pensé vous sortir de là pour pouvoir quand même, pour pouvoir faire quoi justement? Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas jusqu'en ce moment? En fait, je dois dire que ma feu grand-mère, paix à son âme, m'a beaucoup aimée. Elle, je sais pas, elle m'avait toujours dit que elle voyait une lumière en moi, quoi. Elle me disait, ma fille, tu es encore petite, mais tu as du potentiel. D'accord. Elle décide donc de vous sortir de ce quartier, de vous faire partir de là. Pourquoi? Pour éviter que vous tombiez dans dans le néant, parce qu'elle venait chaque fois nous rendre visite et ce qu'elle voyait, c'était pas facile. Parce que c'est elle qui nous tendait la main parfois. D'accord. C'est elle qui disait à la maman, prends ceci, peut-être tu fais un commerce pour élever les enfants, prends ceci, tu achètes les vêtements des enfants. En fait, c'est elle qui nous regardait, qui nous finançait au moins à 60%. Très bien. Et toute seule, vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez fait beaucoup d'efforts quand même pour pouvoir payer vos études. Racontez-nous quand même, comment est-ce que vous vous organisiez? Jusqu'où vous êtes allé pour pouvoir quand même payer vos études, subvenir à vos besoins? Bon, à un certain âge, ma mamie est morte. Et en ce moment, je me sentais un peu déboussolée. Ce moment, quand même, je ne connaissais pas encore l'homme. Je dois dire que cette année-là a été très triste pour moi. J'étais un peu bouleversée, j'étais en salle d'examen. C'est cette année-là où j'ai connu l'homme. Je dois dire que en cette année, je n'ai pas connu l'homme parce que je voulais, en fait. C'est parce que, justement, j'allais à l'école, j'avais des camarades qui parlaient constamment des sujets à propos des hommes. Et moi, à chaque fois que j'entrais dans le sujet de conversation, on m'esquivait toujours, peut-être que je ne connaissais rien. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné obligée parce que je voulais être aussi dans le lot. Par la suite, quand j'ai eu mon bac, je suis allée... en fait, maman a considéré que, bon, vu qu'en première, déjà, je sortais beaucoup. J'avais une compagnie vraiment... J'avais vraiment des copines qui me dépassaient, quoi, qui vivaient déjà un niveau de vie vraiment très élevé. Où, au fait, je marchais avec les grands milieux et ça ne plaisait pas du tout à maman. Je sortais beaucoup. Quand j'ai eu le bac, parce que j'ai repris le bac, je fais le bac 2 ans. D'accord, quand vous avez eu votre bac, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Maman a dit, bon, tu veux fréquenter, tu vas aller où? Tu vas abandonner l'unité de bac. J'ai dit, jamais, je ne vais pas à l'ouest. Je vais à Boya. Parce que j'ai dit, non, j'ai dit, je vais à Yaoundé. Elle me dit, jamais. Madame, si tu vas à Yaoundé, peut-être je vais seulement te voir à la télé. Toi là, j'ai dit non, maman, ouais, pourquoi? Elle dit non. Je dis bon, je vais à Boya. Elle dit, tu ne peux pas. D'accord, donc vous avez décidé personnellement de... Et là, j'ai décidé d'aller à Tchang, l'université de Tchang. Et je suis allée là-bas parce que dans ma tête, je voulais être libre. D'accord. Parce qu'ici, j'avais l'impression qu'elle me regardait trop, elle me mettait la pression, elle me suppliait. Je suis arrivée à Tchang en première année, en fait. Au début, ça allait quand même. Maman s'est beaucoup battue. Je dois dire vraiment merci à ma maman. Elle s'est beaucoup battue la première année pour me mettre vraiment à jour, payer une chambre, payer tout. Mais après, à un moment donné, je n'étais pas la seule. J'avais mes frères, mes soeurs qui étaient derrière. Elles devaient s'en occuper. Il n'y avait plus le choix. Il y avait des mois où c'était vraiment carrément difficile. Où il y avait des périodes où on pouvait faire peut-être 2-3 mois. Elle envoie et elle dit, ma fille, c'est dur, il faut se serrer la ceinture. Et là, vous étiez obligé donc... à un moment donné, tu es obligé de... Je rencontrais des hommes à cette période, mais à un moment donné, je repoussais. Mais j'avais des camarades de classe qui me disaient, bah écoute, tu ne peux pas continuer comme ça et tu vas plonger dans le lot. C'est pas tuant. Et j'avais aussi peur de ce qui se passait à Tchang, les crimes rituels. J'avais peur. À un moment donné, quand même, j'ai dit, bon, je ne peux pas faire autrement. Ou je vais crever de faim. J'étais obligée. Même si je n'étais pas content, j'étais obligée de sortir avec un homme qui avait des moyens parce qu'il devait m'offrir la sécurité financière dont j'avais besoin pour continuer les études. Je ne devais pas manquer de faim. J'avais aussi besoin de me vêtir, d'être là comme une femme. Parce que quand vous allez à l'université, il y a beaucoup de choses qui vous bluffent. Il y a des filles qui ont toujours des Brésiliens là aux fesses. Il y a des filles qui sont toujours BCBG, bien chic, bien short. Donc, elles sont là
elles vous impressionnent, elles font du buzz. Oui, Ami, mais alors comment appréciez-vous justement les méthodes qui ont été prises, enfin, les techniques, on peut dire ça comme ça, les astuces, ce mode de vie-là, pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer ses études, être à la mode comme les autres filles? Je pense que l'envie, c'est l'envie qui guide, mais ce n'était pas la solution. C'est pas ce qu'il fallait faire pour ma part, pour pouvoir s'en sortir. Je veux dire qu'il y a les petits commerces de rien du tout qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir payer les études, par exemple. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec un homme pour subvenir à tes besoins. C'est l'envie de quoi exactement? Parce qu'au final, est-ce que c'est pour l'école? Est-ce que c'est parce que tu veux mettre la brésilienne? Est-ce que c'est parce que tu veux sortir tout le temps? Non, il faut peut-être connaître l'objectif que tu veux atteindre, mais aller coucher avec les hommes, pour ça, personnellement, moi, je dis non à ça, parce que à l'avenir, ce sont des personnes qui sont sans scrupules. Oui, pour ma part, ce sont des personnes à un moment qui sont sans scrupules. C'est-à-dire quoi? Pour m'en sortir, je suis obligée. C'est pas différent de la prostitution, hein. C'est pas différent de la prostitution de dire que je sors avec un homme pour son argent. C'est toujours de la prostitution. Donc, si à un moment, c'est pas tous les gens des quartiers précaires qui sont destinés à être prostitués. Comme on l'a dit au départ, on ne les condamne pas. Mais je pense que je peux quand même donner mon point de vue en disant non à ce volet-là. Il y a les petits commerces qu'on peut faire, les chips, ça ne demande pas grand-chose. Quand on sait épargner, quand on sait où on veut aller, ça peut le faire. Et surtout dans un environnement comme Tchang, qui est... Donc il y a autre chose, elle aurait pu... Madame, vous avez vécu Tchang? Je n'ai pas vécu Tchang, mais... Écoutez, je veux dire madame, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Je vais dire ceci. Vous êtes dans un environnement où les filles mettent les brésiliennes, mais je ne vous ai pas dit que je mettais des brésiliennes. Quand vous dites qu'un petit commerce, vous savez combien coûtent les photocopies? Vous savez comment on fait pour payer les factures? Vous pensez que le commerce que j'ai pensé là, que le commerce que vous dites là, je n'ai pas pensé à ça? Tiens, c'est une ville fermée. C'est une ville vraiment, comme on dit, scolaire, étudiantine. Vous comprenez? Quand vous faites un commerce, il y a des filles, ou même quand vous vendez un truc à moins de prix, elles te disent toujours que c'est moins cher. C'est trop cher, pardon. Quand vous dites qu'il y a les chips, machin, vous pensez que c'est tout le monde qui va vous dire qu'elle va acheter les chips? Mais c'est la volonté. Elle se fait carrément les chips chez elle. Je suis désolée, mais c'est la... pensé à ça, madame. Je suis désolée, mais c'est la volonté. Madame, arrêtez de jouer à la Sainte-Denis touche, Ce n'est pas une question de jouer à la Sainte-Denis touche. Si vous êtes une femme étudiante, si vous avez fait les études, soyez sincère. Mais oui, je suis sincère avec ce que je dis. Je dois dire, sur 100 étudiantes, il y a 90 qui en passent par là. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous comprenez, madame? Vous dites que c'est la position par-ci, par-là. Mais vous sortez avec un homme aisé. On m'a dit que c'est la prostitution. Si vous êtes marié, si vous êtes marié maintenant, et que vous n'avez pas l'homme n'était pas votre premier homme, sachez que tout ça, on appelle ça la prostitution. Quand une femme a déjà connu peut-être 3, 4, 5 hommes, c'est quoi ça? Vous pensez que c'est quoi? On se met avec un homme parce qu'on l'aime pas, parce qu'on a besoin de son argent. Je suis désolée. Je dis haut et fort. Que ça vous plaise ou non, madame? Je suis désolée. On est avec un homme parce qu'on l'aime et non par rapport à son argent. Oui, madame. Bon, peut-être la dame veut dire que vous aurez pu chercher un stage, des petites... Un stage, est une ville fermée, madame. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est vraiment école. Ben est-ce que c'est pas facile aussi? Quand vous dites que peut-être stage, vous pourrez peut-être postuler pour MTN Orange, mais il faut toujours avoir ces petites relations. Et quand vous n'êtes pas aussi, vous n'êtes pas derrière, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Quand vous n'êtes pas déjà ça, vous commencez par où? J'ai fait 4 ans à Tchang. J'ai fait 4 ans à Tchang, madame. Moi, personnellement, il y a des choses que, si une petite soeur veut aller à Tchang, je vais lui dire que fais ceci, fais cela. Je n'étais pas fière. Mais tu dois faire des photocopies. Il y a des factures d'eau. Il y a des factures de lumière. Tu dois peut-être manger. Il y a des garnitures. Et un parent fait, tu tapes quand même 3 mois, il ne t'envoie rien. Même pour le commerce, quand on dit qu'il faut faire, il faut un petit capital. Ça se ramasse au ciel. Et ça ne se ramasse pas au ciel dans la mesure où vous avez déjà le soutien de base de vos parents pour payer la première année. Je pense que si on avait donner cette impression-là d'avoir envie de s'en sortir, dire à maman par exemple que maman, envoie-moi peut-être 50 000 francs que je vais pouvoir faire fructifier, que je vais pouvoir faire tourner, ça aurait pu changer la situation plutôt que d'aller coucher avec un homme pour son argent et pour payer ses études après. Maman, j'ai dit ça,
je sors avec un homme, il ne me sert à rien. Si c'est un homme marié, il doit m'aider. Il doit m'aider, il doit m'aider. Quand un homme, vous sortez avec un homme marié qui vous dit peut-être que tu me plais, il doit m'aider au moins un peu propulser. Si un homme ne t'aide pas au moins dans tes études, qu'est-ce qu'il fout derrière toi? Il faut au moins gagner un plus derrière lui. Dans ce sens-là que je dis que ce sont des personnes à la fin qui deviennent... À quelle fin, madame? Parce qu'on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne fais pas qu'on te fasse. Mais je peux finir mes études, je me cherche un boulot. Ça ne te plairait pas qu'aujourd'hui, une petite fille de 16 ans court derrière ton mari parce qu'elle veut les études, tu vas condamner cette personne-là. Je ne suis pas due, hein, madame. Ah non. On n'est pas sur un plateau pour juger la dame. Personne n'a juger les gens, madame. Ne faites pas la sainte ni tous. Ça dit que ce que le monsieur devait te donner à la maison. Personnellement, moi, je suis pas passée par là. À la maison. Très bien, puisqu'on parlait justement de femmes mariées, autres, j'annonce l'entrée dans les prochaines minutes de Jeannette Mouchili. Elle viendra aussi nous raconter sa petite expérience. Alors, mesdames, on va observer une courte pause, le temps de rappeler à nos téléspectateurs que vous avez l'occasion de nous écrire, de nous envoyer vos messages, témoignages et autres à travers plusieurs plateforme sur la toile. Allez sur Facebook, tapez déjà la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Le thème est déjà affiché. Écrivez-nous. Allez également sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes. Écrivez-nous également sur la page officielle d'Equinox TV. Tapez juste Equinox TV. Laissez-nous vos réactions, témoignages et autres. Nous allons les lire dans un court instant. On observe une courte pause, le temps de suivre ces Vox Pop. On se retrouve juste après. Selon moi, la réussite n'est pas liée au milieu de vie où on se trouve. La réussite est liée selon l'effort qu'on fournit. Quand on fournit l'effort et qu'on croit en soi, n'importe comment, on doit réussir. C'est pas peut-être parce qu'on a des parents pauvres qu'on pense qu'on ne peut pas réussir, non. Il y a des personnes qui sont issues des parents pauvres qui ont réussi dans leur vie. Et il y a des personnes qui sont issues des parents riches qui n'ont pas réussi dans leur vie. C'est vrai que ceux qui ont des parents qui ont déjà presque tout, ils sont préconisés déjà de réussir. Mais déjà, la réussite déjà, c'est d'abord c'est dans la conscience. La réussite doit d'abord être consciemment. Si je suis consciente que je dois réussir, je vais réussir, quel que soit, je réussis d'abord pour moi, pas pour mes parents, non. La réussite d'abord, c'est d'abord pour soi. Si consciemment je sais que je dois réussir, je n'ai pas à regarder si mon parent est riche ou pauvre. Non, je ne pense pas. Si c'est vrai, le parent accompagne l'enfant à réussir, mais si déjà consciemment, l'enfant n'est pas préparé à réussir, il ne doit pas le faire. On peut tout donner à un enfant, il peut être dans un quartier chic, il peut aller à l'école avec voiture, il peut avoir tous les professeurs du monde, mais il n'est pas intelligent. Non. Pourquoi? Parce que déjà dans sa tête, il n'a pas inculqué ça. Mais si déjà il a inculqué ça dans sa tête que je vais réussir, quel que soit ce qu'on va mettre à ma disposition, quel que soit ce que j'aurai, n'importe comment, il va le faire. Non, ça dépend. Bon, d'autres gens peuvent réussir et d'autres ne peuvent pas réussir. De nos jours, la vie, c'est les relations. Donc, si tu ne pas ta personne, quelque part, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, les gens qui créent les sociétés, les entreprises, ils préfèrent prendre plutôt leur personne pour mettre là-bas. Ah ben, ça n'a rien à y voir. Parce que justement, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et si on se fixe un objectif, de pouvoir réussir dans la vie, la pauvreté n'a rien à y voir. Donc du coup, si on suit son objectif, on va arriver à ce qu'on s'est fixé comme objectif, je veux dire. On ne doit pas se fier au fait que nous sommes dans un quartier pauvre, ou bien les riches ont déjà leur univers. On ne doit pas se fier à ça. Vous comprenez un peu? Donc, si moi je décide demain d'être par exemple, mon bébé, d'être par exemple femme d'affaires, bon, je dis un truc comme ça, femme d'affaires, oui, et que je suis dans un quartier pauvre, ou bien ma famille est pauvre, je ne vois pas pourquoi je vais pas faire les études pour être femme d'affaires. On n'a pas vraiment besoin d'être dans un quartier riche. C'est vrai que ça influence. Mais on n'a pas vraiment besoin de ça pour arriver à notre objectif. Some people might come from a poor background, but they know where they are going soon. You understand? I can come from a poor background, but I've put in my mind that I want to work hard to better my family, to change the situation of my family.
You understand? So even if I come from a rich background, there are some people that come from a rich background, but for the fact that they see that their parents are rich, they will just concentrate on the words of their parents and forget that in themselves they have to work on themselves and do something for themselves. It's true that the quartier where people come from influence their behavior and their way of thinking. That's true, because from my quarter where I come from, it's true. I've seen many children, their parents are having money, but to go to school is a problem. They don't like going to school, they don't like to be on their own, just because they have seen that the parents they can support them financially. So the influence of the environment also, it has an impact on the children. But I want to add that the parents also have a role to play on their children. Yeah, that's moral upbringing. You have to bring up your child in a way that tomorrow, if you see the child behaving in a well manner, you yourself will be happy with the child. So I really want to encourage your parents to be cautious on the way that they bring up their children. Si je suis née à Bonanjo, je me trouve à Bonaprison avec mon mari. Si c'est fort mon mari, on se trouve, disons, à Dakar, dans la boue. On va réussir. On va réussir. Et voir parce qu'on ne doit pas réussir tout ça. Ah bon? Oui. Non, si mes enfants sont même pauvres, avec les enfants des bobons, c'est toujours la même chose. L'essentiel, c'est qu'il faut bien guider l'enfant, c'est tout. C'est vrai quand même que les parents quand même nous guident, c'est vrai, mais je pense aussi que si tu sais que tu es pauvre et que tu veux bien le faire et que tu veux bien réussir, tu peux très bien le faire, je pense. Moi je pense qu'on peut se créer un autre réseau aussi. Je pense avec l'école ou un truc de petit boulot, un truc du genre. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous vous baladons dans la cité et nous vous servons de miroir. On va vous peindre les réalités sociales auxquelles les femmes sont confrontées dans leurs différents cadres, dans leur quotidien. Nous accueillons sur ce plateau Jeannette Mouchili, épouse d'enfants. Bonsoir Jeannette. Merci, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes enseignante, vous êtes mariée et mère. Vous venez de l'arrondissement de Douala 4e. Vous avez grandi dans un quartier aussi assez populaire de la ville de Douala. Oui, presque. D'accord. Vous suivez de bout en bout le débat depuis le début de cette émission-là. Oui. On parle justement des quartiers difficiles aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que forcément une fille qui a grandi dans un quartier difficile a un avenir incertain? Bon, pas forcément. Hein. D'accord. Quand je suis un peu les réalités sociales, l'environnement social qui a été décrit tout à l'heure par les invités. Oui, les invités. Je me rends compte, ce qui m'a d'abord impressionné, c'est que ce sont des étudiantes qui sont en train de parler. Oui. Donc ça veut seulement pas dire que lorsqu'on se retrouve dans un quartier difficile comme... on ne peut pas aller à l'école. Voilà, on ne peut pas aller à l'école. Mais il y a quand même des personnes qui peuvent se démarquer et montrer que non, tout n'est toujours pas peint en noir. D'accord. Donc je suis très émue par rapport à ça et j'ai suivi tout ce qu'elles ont dit. J'ai grandi justement dans un quartier qui n'était pas aussi... qui était difficile en fait, mais on a réussi à s'en sortir. D'accord. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui influencent beaucoup l'éducation des jeunes, des enfants. Justement, quand on parle d'éducation et des mentalités, qu'est-ce que vous observez? Ces filles-là qui ont grandi dans ces milieux-là, très souvent, c'est-à-dire dans la plupart des cas, comment est-ce qu'elles se comportent dans la société? Oui, on a ressorti beaucoup de choses, le manque de respect, l'immoralité, l'incivisme. Quand ils se retrouvent quelque part, on ressent immédiatement que cette personne n'a pas eu une éducation qu'on veut. Et vous l'avez ressenti depuis le début de cette émission? Oh, oui, bien évidemment. Ah bon? Je l'ai ressenti par notre... c'est Olivia? Oui, c'est Olivia. Oh, oui, voilà. Vous voyez que quelle que soit l'échelle de valeur, quelle que soit la valeur intellectuelle d'un individu, la base reste. Ce qu'on a reçu à la base, ça reste. On veut sortir, on veut éliminer, on veut chasser, ça revient toujours. Donc, j'ai un peu suivi sa réaction sur le plateau. Et ce que je vais dire, c'est que Olivia, c'est vrai, je la comprends. Parce que plusieurs filles passent par là. Je ne peux pas la condamner.
Mais... Alors, vous étiez dans sa situation, mais vous n'êtes pas passé par là. Oui, oui. En fait, j'ai eu cette grâce que j'ai rencontré mon mari quand j'étais étudiante déjà. D'accord. Oui, donc avec votre mari... Voilà, ça m'a permis d'éviter un certain nombre de choses. Ouais. Mais alors, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord avec elle parce que... au départ, il y a une certaine naïveté, on se retrouve dans une certaine naïveté. On ne sait pas que les conséquences, les actes que nous posons, plus tard auront des conséquences. Vous voyez un peu. Bon, elle n'a pas, elle ne rentre pas dans les conséquences. Elle se dit immédiatement, j'ai un besoin, il faut que j'essaye un peu de résoudre mon problème. Alors, vous pensez qu'elle ne mesure pas les conséquences? Oui, quelque part, les conséquences ne sont pas mesurées parce qu'on est dans une urgence. Là, on veut solutionner un problème. On a vu comment les autres se comportent. Bon, si je veux être dans ça, je veux avoir, je ne sais pas, la brésilienne, je veux peut-être payer ma facture, je veux. Oui, ça fait qu'on se jette dans dans une certaine débauche. Vous voyez un peu. Bon. D'accord. Alors, vous pensez que les filles qui sont issues des familles nantis, qui ont grandi dans le confort et autres, ne font pas les mêmes bêtises ou bien ne se jettent pas dans les mêmes... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne la condamne pas. D'accord. Pourquoi? Parce que toute fille peut se retrouver dans cette situation. Soit parce qu'on a été influencé par les camarades, le copinage, l'environnement en fait qui influence sur l'individu. Vous voyez un peu. Oui. Même celles qui viennent d'un milieu nanti feraient la même chose. Alors, vous ne pensez pas que c'est une excuse bon, qui ne devrait pas tenir? C'est pas une excuse trop facile, selon Ami. J'ai pas fini. Ce n'est pas une excuse, en fait. Ce n'est pas une excuse. Ça ne lui donne pas le droit d'aller détruire, vous voyez un peu, le foyer des autres. Ça ne lui donne pas le droit d'aller faire quoi que ce soit parce que. Très bien. Olivia. Madame, vous êtes une femme comme moi. Ah oui, madame. Quand vous dites que j'ai détruit le foyer d'un homme, est-ce que je vous ai dit que je suis allée chez un homme et j'ai trouvé sa femme plus faire des palabres? Quand vous dites ça, attendez, madame, une question. Demandez à vos maris de rester à la maison. Oui, et quand moi, je prends un exemple palpable, j'ai bien dit tout à l'heure, si moi je sors avec un homme, s'il ne m'apporte pas un plus, je ne peux pas rester avec lui. Et moi, quand je sors avec un homme, ce n'est pas pour te créer des embrouilles chez toi. Ça veut dire qu'on a une façon de fonctionner. Tu me donnes ce que je veux, je ne te gère pas. Très bien. Ça veut dire que si vous aviez justement des moyens de vous offrir ce que vous voulez, vous ne sortirez pas. Du moins, vous ne seriez pas en train d'avoir ce genre de relation avec dans ma vie, des personnes. Je me suis toujours dit que je me suis toujours fixé des objectifs. Écoutez, madame, je ne suis pas contente. Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas que je me retrouve sur un plateau et je lui dis haut et fort que je suis content. Ce n'est pas ça, madame. D'accord. Comprenez? Alors, vous ne pensez pas que c'est ce genre de comportement-là qui pousse souvent aussi certaines personnes à remettre en cause la moralité des filles qui ont grandi dans des quartiers difficiles? C'est ça. Madame, c'est un dernier touche, calmez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux dire ceci. Il y a des gens qui réussissent, madame. S'il vous plaît, j'ai dit, je vous comprends. À un certain moment, nous nous sommes peut-être retrouvés dans la même situation et on s'est retrouvés en train d'aller avec un homme marié ou quelqu'un qui n'était pas marié. Vous voyez un peu. Mais je ne donnerai plus ce conseil à quelqu'un. Oui, là, vous avez raison. Vous voyez, Ami. Je donnerai plus ce conseil à quelqu'un. D'accord, Ami. Pour ma part, j'ai été j'ai été élevée du genre école. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes grande, vous êtes une femme. Et comment, c'est-à-dire quand vous essayez de faire le tour quand même, comment est-ce que vous percevez, du moins, quel est le reflet, quelle est la réputation qu'on attribue très souvent à ces filles-là qui viennent des quartiers, qui ont grandi dans des quartiers difficiles? Personnellement, j'en ai souffert de cette réputation-là. Juste quand quelqu'un te drague, par exemple, et il te demande d'où tu viens, tu dis le nom de ton quartier, tout de suite. Pour les filles, même on les voit aussi en tant que voleuses. On se dit que c'est le genre de fille, si tu sors avec elle, le lendemain, tu viens voir que ta maison est vide. Hein. D'accord. Ça, c'est le genre d'idée préconçue qu'on se fait. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est totalement faux ou alors il y a des fois que c'est vrai? Bon, c'est vrai souvent. C'est souvent vrai que les filles sont chipeuses, comme on dit. C'est souvent vrai. Parce qu'effectivement, on a faim. On a envie de manger, on a envie de trouver un petit truc pour pouvoir vendre rapidement et puis truc. Mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent dire aux autres que voilà, on peut s'en sortir comme ça, comme ça. D'accord. Comme quand, bien qu'on soit dans un environnement, dans un quartier difficile, on peut avoir une bonne éducation, avoir de bonnes manières
Et pouvoir oui, et sortir la tête de l'eau et faire différemment les choses. Et se confondre carrément au bobo, ça c'est tout à fait possible. Ne pas avoir les langages vulgaires comme certains. Mais c'est parfait. Se confondre, c'est quoi? Un pauvre peut se confondre à un bobo, mamie. S'il a reçu la bonne éducation, aujourd'hui tu as eu la chance, aujourd'hui tu as eu cette chance. La dame là, elle a bien parlé. Aujourd'hui elle a dit ceci, c'est vrai qu'avant ça se faisait, mais je ne conseillerais plus à une jeune fille qui est dans la même situation, ceci, parce que je suis passée là, je sais ce que ça signifie. Mais madame, vous parlez comme si ceux qui sont passés par là ne sont pas les gens. Mais déjà en première partie... Ne nous voilons pas la face, madame. De toute façon, la position n'est pas l'heure du jour aujourd'hui. On veut simplement comprendre l'avenir. Quel avenir pour ces filles-là qui ont grandi dans les quartiers difficiles? Est-ce que forcément ce sont des filles qui ont un destin plutôt sombre, ou alors elles peuvent très bien s'en sortir. Donc ne nous éloignons pas du débat. Vanessa Lang nous écrit, Samuel Eto'o-fils n'était pas dans un quartier huppé, pourtant il a bien gagné sa vie. Manfred Didier Ngondé, bonsoir la famille. Julie, un enfant qui a grandi dans un quartier difficile dans la plupart des cas, voit toujours leur avenir compromis. D'accord? Le cas du garçon est parfois plus grave, même s'il a des mauvais amis. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que les garçons sont très souvent déroutés. Oui. Dans la drogue, dans la cigarette, dans le vol. C'est la même chose pour la fille, hein? C'est la même chose pour la fille. Joseph Numbisi Wambo, l'essentiel dans la vie est dans la passion du travail. D'ailleurs, le meilleur succès naît d'un acharnement à se dépasser, à travailler pour réaliser sa passion. Dès qu'on est motivé, on oublie ses origines. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Quand on est motivé, on oublie ses origines. Oui. Donc, tout revient aux efforts qu'on fait. Les efforts personnels. Les efforts personnels. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez quand même changé, enfin, quels sont les efforts que vous faites personnellement, justement, puisqu'on parle d'efforts personnels? Depuis que j'ai eu ma licence, là-bas, c'était un autre coin, c'était le monde universitaire. Depuis que j'ai eu ma licence, j'ai mis un terme à ça, j'ai mes objectifs, j'ai mes projets, et je sais que d'ici 2 ans, je vais cabrer, comme Coco Argenté le disait souvent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, à un certain moment pour une femme, tout le monde se dit à un moment donné que, bon, si ça s'arrête là, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, il faut que je change. Il faut changer. Il y a justement ce message qui vous est destiné. Bonsoir le plateau. J'aimerais dire à Olivia que j'apprécie beaucoup sa manière de parler, surtout elle touche vraiment le point fort de Tchang. À vrai dire, Tchang, c'est une vie très difficile, une ville où tu peux facilement faire un rumen sans voix, sans francs CFA, des yeux. Bonsoir à tous. La dame au pantalon a raison. Ça, c'est la vie d'une jeune fille, des parents pauvres déterminés à réussir. Hélène de Mimbomana Yaoundé. Une femme qui livre son corps pour l'argent aura beaucoup d'hommes, mais elle a moins de 5% de chance d'avoir un foyer. Amadou m'a dit depuis Vuldaï. Alors, Olivia, merci vraiment. Alors, il y a des parents riches qui n'aident pas leurs enfants. Alors, il y a des circonstances dans la vie qui nous poussent à faire certains choix. Par contre, arrêter, ce n'est pas, ça vous rend pas honneur. Alors, bonsoir Julie, j'aime votre émission. Par rapport au thème, cela relève de la responsabilité parentale, de l'éducation et de l'encadrement que les parents donnent aux enfants. La richesse également est relative. On doit accepter son niveau de vie, éviter le regard envieux. Il y a tellement de messages. Et la femme de l'université a raison, parce qu'elle ne sortait pas avec tous les hommes sur son passage. Julie, très belle tenue, j'adore. Vivre dans un quartier populeux, c'est vraiment difficile. Il faut beaucoup de chance pour pouvoir s'en sortir. Merci Julie, merci à vous les filles. Il y a tellement de messages. Bonsoir, la pauvreté nous impose cela. Je n'encourage pas ça. Et quand vous arrivez à faire 2 jours sans manger, vous êtes obligé. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre quand même de conclure. Jeannette Mouchili, pour sortir, qu'est-ce qu'on dit? Oui, en fait, ce que je vais dire, c'est que nous, parents... En quelques mots, oui. Oui, nous prenons conscience du fait que nous avons la responsabilité de pouvoir veiller sur l'éducation de nos enfants. C'est vrai, c'est difficile, c'est dur, mais nous devons penser à l'avenir des enfants en évitant de les exposer ou bien de les laisser dans certaines conditions où nous ne pouvons pas subvenir à leurs besoins. Ne serait-ce que le minimum vital peut aider les enfants à pouvoir se contenir et s'abstenir de faire un certain nombre de choses. Très bien. Les cas sont rares, Julie, mais la souffrance est une école de sagesse. Stéphanie qui nous écrit. Pour sortir, Ami, en quelques mots, il n'y a plus 7 ans. Alors, moi, je dirais juste que tu n'es pauvre, mais tu choisis de devenir riche. D'accord.
Alors, tu n'es pauvre, mais tu choisis de devenir riche. Merci, ce sont des paroles de femmes. Merci à vous, mesdames, pour vos brillants témoignages. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguélé. Florazé était aussi juste à ses côtés. Alors, rediffusons, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.